آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Après pratiquement 2 mois d'absence, je sais que vous avez été nombreux à nous écrire, à nous demander quand est-ce que nous devrions reprendre nos activités sur le plateau. Eh bien, chose faite, nous sommes là aujourd'hui pour vous servir. Merci déjà de vous savoir câblé sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes fidèles invités. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan d'étape de la gestion du Covid au Gabon, en Afrique, pourquoi pas, dans le monde. Eh bien, je me fais le plaisir de vous présenter notre invité, Monsieur Abdallah Ibrahim. Ibrahim Bamba, ouais, excusez-moi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous, faut dire que vous êtes au CNRS. Je suis au CNRS, je suis biologiste au Centre national de la recherche scientifique et technologique. Voilà. Ben, en face de vous, vous avez notre consultant permanent, M. Abdallah Kono. Bonjour. Bonjour, M. Ahmed. Ben, ravi de vous retrouver aussi. Hein. C'est vrai que nous avons longuement échangé sur les réseaux sociaux. Le plaisir est partagé. Ok. Bien. Monsieur Ibrahim, vous qui êtes chercheur, comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie ou ce confinement qui a touché pratiquement tous les pays, ils étaient dans le confinement? En tout cas, en ce qui concerne le confinement, déjà, ça a été très difficile parce qu'il y a beaucoup d'activités étaient à l'arrêt. Même nous, au CNRS, les activités de recherche étaient pratiquement à l'arrêt. C'est vrai qu'il y avait le télétravail, mais c'est toujours bien lorsque vous vous trouvez dans votre laboratoire en train de faire des manipulations sur le terrain. Surtout que nous, dans notre laboratoire, on travaille plus sur la biodiversité, la préservation de la biodiversité. Donc il faut aller sur le terrain, il faut aller au contact des personnes qui travaillent dans le domaine ou bien qui font de l'exploitation de la biodiversité. Non, mais c'est très difficile lorsque vous êtes confiné et c'est vraiment difficile. Il faut dire ça, c'est très difficile. Monsieur Akono, le confinement, ça s'est bien passé chez vous? Bon, je l'ai passé à la maison en plein mois de Ramadan et ça a été plus ou moins, bon, on va pas dire difficile, mais on a essayé d'apprendre à vivre autrement et essayer un peu de limiter les mouvements au maximum. Comme il a si bien dit, le confinement a freiné l'activité dans tous les sens et on essaie de vivre. Okay. Alors, Monsieur Ibrahim, quel bilan pouvez-vous faire de la gestion du Covid à travers le monde? Bon, parler du bilan, pour le moment, je crois que... C'est un bilan d'étape. Voilà, peut-être parler du bilan de... Ce sera trop précipité. C'est peut-être parler du bilan d'étape maintenant et voir un peu comment chaque pays, bon, surtout nous, en ce qui concerne le Gabon, comment... Nous allons revenir sur le Gabon. Voilà. Vous essayez d'avoir un regard de façon générale à travers le monde. Après, vous allez revenir en Afrique, et si possible le Gabon, puisque vous voulez parler du Gabon qui est votre pays. Bon, le bilan, il sera difficile de faire un bilan global parce que chaque pays a pris certaines dispositions pour pouvoir faire face au Covid-18. Il y a Covid-19, pardon, excusez-moi. Il y a des pays qui sont restés confinés, confinement total. Il y a d'autres qui étaient en confinement partiel et il y a d'autres qui n'ont pas confiné leur population. Et bon, ce que je vais dire ici, peut-être pour le bilan, je peux dire que puisque le Covid, c'était une pandémie mondiale, en fait, lorsque l'épidémie, par exemple, s'est déclarée en Chine, les pays n'ont pas pris la situation très tôt. Okay? Donc, en fait, c'est comme si certains pays disaient que voilà, ça c'est un problème des Chinois, ça a commencé en Chine, et c'était vraiment une grosse erreur dès le départ. Donc c'est là en fait à montrer notre incapacité collective et à agir ensemble en fait. Donc on voit comment l'épidémie commence chez les autres,
sachant bien que c'est un virus, et les virus, souvent, avec la mondialisation, le phénomène de mondialisation qui favorise l'hypermobilité des personnes, des transports qui se sont développés durant ces dernières années. Donc, en voyant tout cela, en fait, les pays devaient tout de suite prendre des mesures. Il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des pays, par exemple, aujourd'hui, certainement on va développer dans la suite. Il y a des pays en Afrique, puisqu'aujourd'hui, on ne comprend pas par rapport aux prévisions de l'OMS qui annonçait déjà une catastrophe, une hécatombe sur le en continent, Afrique. Voilà. effectivement. On se demande pourquoi jusqu'à présent cette hécatombe n'est pas encore arrivée. En fait, il y a des pays qui ont pris des mesures un peu plus tôt lorsque l'épidémie s'est annoncée dans des pays amis. Monsieur Akono, quelle est votre vision de la gestion? Quel bilan faites-vous de la gestion de cette pandémie à travers le monde, l'Afrique, précisément le Gabon? Et il vient de nous souligner quelque chose qui est fondamental, c'est que suite à l'hypermobilité des personnes, et des biens aussi, mais nous constatons que cette pandémie est venue remettre en cause ce que l'on a qualifié de la mondialisation, donc village planétaire. Puisque certains se sont dit, bon, c'est une affaire chinoise, elle reste en Chine et ne viendra pas chez nous. Bon, ici, la question renvoie à plusieurs réponses. C'est-à-dire, comme il a si bien dit, tous les pays n'ont pas abordé la pandémie de la même manière. Donc ici, déjà, il faut voir le retard avec lequel l'OMS, les instances internationales s'approprient la question. On est fin février. À partir de là, l'OMS commence à considérer le problème. C'est-à-dire qu'en Europe, on commence à voir des premiers cas. On a l'épicentre iranien qui est là au Moyen-Orient. Et au fur et à mesure, on a eu l'impression, pas l'impression, ce qui s'est passé, il y a eu un déplacement d'est en ouest. Donc lorsque les pays d'Europe occidentale, notamment l'Italie en premier, commence à être frappée par l'épidémie, suit la France et l'Espagne, c'est à ce moment que l'OMS décide de décréter la pandémie. On est parti d'abord d'urgence sanitaire avec tous les différents niveaux, mais cela est arrivé 3 mois après que les premiers cas soient détectés au niveau de la Chine. Et cela s'est également fait sur fond de lutte géopolitique et géostratégique. C'était un problème chinois, il devait être contenu par la Chine, et au fur et à mesure, on changeait progressivement de discours. Et cela nous a permis également de voir la dimension politique de ces institutions, à quel niveau ces institutions dépendaient en quelque sorte des grandes puissances. Donc aujourd'hui, bilan global, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les responsabilités sont partagées. Les instances internationales qui sont chargées de veiller sur la sécurité sanitaire à l'échelle mondiale n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et les États ont également retardé, ont manqué de vigilance et de prudence. Ce qui fait que même lorsque cette épidémie arrive en Afrique, nous sommes toujours dans cette insouciance. Parce que sachant que l'Europe occidentale est déjà atteinte et la plupart des pays africains ont des liens, ont des rapports traditionnels coutumiers avec ces pays d'Europe occidentale, il fallait s'y attendre à ce qu'on ait des cas. Donc aujourd'hui, la pandémie a touché les 54 États africains. Le Lesotho, qui n'avait pas de cas il y a quelques semaines, a annoncé son tout premier cas. Donc on a une épidémie qui s'est propagée à l'échelle mondiale avec le déplacement, si on peut le dire, le déplacement des épicentres. On a eu la Chine, épicentre de l'épidémie. À un moment donné, l'épicentre s'est décalé avec l'Iran, le cas iranien. Ensuite, l'Italie, l'Espagne et la France sont devenus les points névralgiques de la propagation du coronavirus. Et aujourd'hui, il y a eu ensuite un déplacement vers les États-Unis. Contrairement à ce que certains ont cru, on a dit que c'était un virus chinois, mais ce sont les Européens qui ont contaminé le continent américain par les déplacements, les transhumances, les déplacements économiques, le tourisme. C'est comme ça que le virus a été transféré en Amérique, dans les Amériques, aux États-Unis, au Canada. La même chose également, on a eu un transfert de l'épidémie
en Grande-Bretagne. Et là-bas, en Grande-Bretagne, il y a eu en quelque sorte comme un déni de l'existence réelle de l'épidémie, jusqu'à ce que le Premier ministre soit lui-même frappé de plein fouet par la maladie. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez symbolique, voire, je peux dire jusqu'à présent, le seul dirigeant de premier plan, parmi les 5 ou 10 premières puissances mondiales, qui a été frappé par cette pandémie. Et aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui constituent un point fort de l'épidémie. Nous avons le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine qui sont également frappés. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire alors sur la gestion du Covid sur notre pays, le Gabon? Bon, gestion sur notre pays, il y a pas mal de bonnes décisions qui ont été prises, il faut quand même le dire. Je pense que les premières mesures sont arrêtées le 13. Le 13 mars. Le 12 mars au soir, il y a une communication qui annonce l'existence d'un premier cas. Et le 13 mars au soir, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Défense, donc ce sont des personnalités qui sont venues annoncer d'autres mesures dans le souci de protéger les populations de la propagation du virus. Bon, c'était des mesures plus ou moins salutaires et on a vu l'adhésion de la population. La population a adhéré, a coopéré avec les autorités. Maintenant, il y a eu également une batterie de mesures sociales qui devaient suivre. Maintenant, à certains niveaux aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu de titiller l'opinion, il y a des choses qui ont bien marché dans cette batterie de mesures. Il y a également d'autres qui n'ont pas réellement satisfait les attentes des populations, sachant qu'aujourd'hui, le Covid a entraîné le chômage massif, la perte de revenus de plusieurs personnes. Donc, ce qui signifie que, par conséquent, pour amortir ce choc socio-économique, il fallait des mesures plus ou moins conséquentes. Certes, il y a eu des mesures sociales, gratuité dans une première phase de l'électricité et de l'eau. Dans certains quartiers. Malheureusement, dans certains quartiers, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid qui l'a emmené. Il y a également sur des mesures économiques, il fallait assister des entreprises. Mais là également, il y a souci. Les entreprises, certaines entreprises n'ont pas suffisamment été bien prises en charge par les autorités compétentes. Et il y a également, en quelque sorte, un manque de transparence dans la gestion de la crise sanitaire elle-même. D'abord, la communication du COPIL est jugée très, très insuffisante. Ce sont des chiffres qu'on nous balance chaque soir dans des médias d'État qui sont relayés par tous les autres médias, qu'ils soient médias sociaux ou médias classiques, presse écrite. Mais il n'y a pas vraiment un contre-pouvoir qui va voir au fond ce qu'il en est. Le COPIL n'est pas soumis à l'exercice scientifique d'une contre-expertise. Donc aujourd'hui, on a également cette absence, d'où le scepticisme qui gagne de plus en plus les populations lorsqu'on va nous annoncer des chiffres, sachant que nous sommes en plein confinement et le confinement était censé limiter la propagation de la maladie. Monsieur Ibrahim, nous constatons que nous avons eu 2 voies de contamination. La première, c'était par importation. Donc, nos frères qui sont arrivés, les touristes, et déjà, il faut dire que c'est un premier Gabonais. Le cas 0, c'est un Gabonais, c'est un sujet de nationalité gabonaise. Et après, nous avons eu la contamination par, comment est-ce que je vais appeler ça, ils ont donné, bon, si le nom me revient... contamination communautaire. Communautaire, effectivement, communautaire. Et jusqu'aujourd'hui, nous constatons que nous sommes partis du confinement partiel à un confinement total, et nous constatons que durant le confinement, la période du confinement total, les cas ne faisaient qu'augmenter. Nous sommes sortis du confinement total, nous repartons confinement partiel. Il y a toujours des cas. Nous comptons aujourd'hui plus de 3000 cas.
Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes chercheur d'abord et spécialiste des questions épidémiologiques si je veux, dans l'environnement? Bon, il faut déjà dire que, d'abord, souligner d'abord ce que le frère disait tout à l'heure par rapport à la communication, parce que là, c'était vraiment un gros problème par rapport à la communication. Ce qui fait que dans la population, les gens étaient jusqu'à aller à croire à certaines théories, telles que la théorie du complot. Voilà, l'État est complice avec certaines organisations étrangères qui veulent que, voilà, on va par exemple vendre certains produits, ou bien ça circulait dans les médias, dans les réseaux sociaux, que voilà, on cherche l'argent de l'OMS, beaucoup de choses. Donc, parce que là, il y avait un problème de communication. Donc, à la base, d'abord, il fallait communiquer à chaque fois. C'est vrai que le COPIL fait des efforts, mais c'était dès le départ, il fallait directement attaquer ce problème, pour informer la population chaque jour de l'évolution de la maladie, comment la maladie se propage dans la population. Et c'est dès le départ. Donc, en parlant même du cas zéro, entre le cas zéro et lors de la prise de mesures, c'est un virus. Okay? Donc, entre toutes ces personnes-là qui étaient en contact déjà depuis l'aéroport, vous voyez, ils ont des familles. Donc, ce qui est sûr, le virus est passé d'une personne à une autre pendant cette petite période-là. Donc, en sachant la période d'incubation du virus, donc c'est aller de personne en personne. Qui dure de 14 voilà. jours. Voilà. Donc, de personne en personne. Donc, c'est pendant cette période-là que je pense que tout s'est passé. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le confinement total, mais toutes ces personnes-là qui étaient contaminées, d'autres sont restées à la maison et ont contaminé d'autres personnes. Et voilà, lorsqu'on déconfine, et toutes ces personnes-là, et par rapport à la durée aussi du virus au niveau de l'organisme, et ce qui fait que, à la fin, aujourd'hui, on se retrouve avec tous ces cas-là. Alors, vous voulez dire que l'explosion des cas actuels, c'est la manifestation maintenant du virus. Voilà. Et l'autre, c'est parce qu'au départ, certainement, n'avait pas. Comme il y avait deux laboratoires, il y avait le CIRF à Franceville et le CERMEL à Lambaréné. Donc, ce qui fait que ça prenait un peu de temps et la quantité des tests était limitée. On pouvait analyser, je ne sais pas, 10 ou 20 tests, alors qu'aujourd'hui, nous sommes passés à plusieurs tests par jour. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces tests-là révèlent un peu la situation réelle de l'épidémie. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec certains tests, bon, il y a, dans la population, il y a des gens qui ne sont pas convaincus de certains tests, mais je peux rassurer qu'il y a des collègues qui travaillent dans ces centres-là qui sont sérieux dans leur travail. Okay? Et tout le monde est sérieux. Chiffres, voilà, tout le monde est sérieux. Les chiffres qu'ils annoncent, c'est vrai que peut-être les chiffres sont grands, mais on ne peut pas dire qu'ils sont faux. Okay? Parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des experts qui sont là, et comme je connais, il y a des collègues, par exemple, au Centre international de recherche médicale de Franceville, avant d'utiliser un appareil, ils font souvent des tests pour voir si c'est fiable ou pas fiable. Okay? Donc, ils font des répétitions sur ces appareils-là et ils font des comparaisons avec d'autres appareils. Monsieur Akono, fallait-il lever l'état d'urgence Bon, ici, c'est quand même une question, parce que là, on est confronté à une question de logique, parce qu'en principe, l'état d'urgence avait été décrété pour faire face à une situation plus ou moins urgente, mais la première question qu'il fallait se poser, était-il normal de décréter l'état d'urgence ou bien une bagatelle de mesure avec un seul cas? Parce que là, je pense que c'est une erreur, quelque part. Un seul cas, on a pris les mêmes mesures que l'Italie qui avait des milliers de cas, que la France qui avait des milliers de cas. Donc je pense qu'il aurait été mieux à un cas d'un cas importé de sensibiliser, de commencer le travail de sensibilisation des populations, premièrement, et de rechercher toutes les personnes qui ont effectué des voyages en Europe. Je pense qu'on aurait pu remonter au 1er mars. Et sachant qu'ici, on a tenu compte que du cas qui est arrivé au Gabon entre le 7 et le 8 mars, qui était le patient zéro. Or, ici, un seul cas, nous nous sommes barricadés comme si nous avions pris les mêmes mesures que la France, le même jour, qui était déjà des milliers de cas, avec plusieurs épicentres, et nous, un seul cas décrété à l'aéroport Libreville, il fallait tout fermer. Et d'autre part,
Lorsqu'on ferme, on décide de fermer les écoles, les bistrots, etc. Mais on laisse toujours Air France, les compagnies aériennes en provenance des pays impactés par la pandémie, atterrir toujours à Libreville. Je pense que dans une logique, la première résolution qu'il fallait prendre, c'est de soit limiter les vols en provenance de l'étranger ou, en principe, mettre systématiquement tous les passagers en provenance de ces pays en quarantaine. Chose qui n'a pas été réellement faite parce que après les premières mesures du 12 et du 13, on a quand même retrouvé une personne qui avait au Gabon après ces mesures-là, qui s'est retrouvée dans un hôtel au quartier Lui, qui s'est encore retrouvé dans un autre hôtel au quartier, au niveau du boulevard Triomphal, qui était infecté. Et pendant tous ces trajets, cette personne-là, qui a échappé aux mailles sécuritaires au niveau de l'aéroport, a eu le temps de contaminer un maximum de personnes. Je pense qu'à partir de là, nous nous sommes trompés au niveau des mesures qu'il fallait, des mesures prioritaires. Je ne dis pas que les mesures n'étaient pas bonnes, mais il y avait des mesures prioritaires. Comment pouvez-vous nous citer, par exemple? Je vous dis, l'une des mesures prioritaires qu'il fallait prendre, c'est des restrictions des déplacements de toute personne en provenance d'Europe, des pays européens. Deuxièmement, la mise, à défaut d'interdire les vols, mais la mise en quatorzaine ou en quarantaine, tout dépend des expressions consacrées, de toutes ces personnes. Nous avions fait confiance au thermoflash, mais à partir du cas 0, le thermoflash a montré ses limites, parce que le cas 0 avait été thermoflashé négatif. Et j'ai coutume de dire que le thermoflash, j'ai l'impression que c'est même l'une des premières escroqueries dans cette histoire. Parce que le thermoflash n'est qu'une simple prise de température. Or, on peut avoir une température élevée, pas parce qu'on est Covid, mais parce on fait une crise, on est en début de palu, parce qu'on a une autre infection. Donc, lorsqu'on va systématiquement faire confiance au thermoflash, mais pour celui qui a fabriqué le thermoflash, il a fait son chiffre d'affaires grâce au Covid. Pour moi, j'ai dit que le thermoflash a été la première escroquerie. Parce qu'on s'est consacré à cet appareil et ça nous a montré ses limites. La plupart des personnes qui ont été testées négatives à la descente de l'aéroport se sont avérées par la suite positives. Donc pour moi, la quatorzaine systématique était une des mesures consacrées. Les seuls qui ont été mis en quarantaine ou en quatorzaine, ce sont ceux-là qui avaient été testés positifs au thermoflash. Et lorsqu'on est testé positif au thermoflash, on était mis en isolement en attendant que les tests soient réalisés. Et lorsqu'on était positif, négatif, on pouvait regagner sa maison. Ibrahim, est-ce que le retard de la réaction de certains pays, je prends le cas de pays africains, ceux du continent, n'est pas dû au fait que notre organisation phare, notre fameuse organisation phare, qui est l'OMS, aujourd'hui, cette organisation est remise en cause, non seulement par les États-Unis qui sont même sortis, et aujourd'hui, c'est le Brésil qui est en train de vouloir claquer la porte aussi à l'OMS. Est-ce que... Non, même en Afrique, vous avez le cas du Burundi, vous avez la Guinée équatoriale qui a récemment également demandé le départ de la représentante de l'OMS en Guinée équatoriale. Effectivement, et le Madagascar qui emprunte la même voie que les autres. Bon, est-ce que la réaction de certains pays-là n'est pas due au fait du retard vraiment de l'OMS? Sur la santé, en fait, devait être une priorité pour tous les pays. C'est vrai qu'il y a l'OMS, c'est un organisme, mais au niveau de l'indépendance, même puisque tous les pays aujourd'hui, la majorité des pays en Afrique sont indépendants. Donc au niveau quand même de la santé, la décision revient d'abord à chaque pays de protéger sa population. Voilà, chaque pays, chaque gouvernement de protéger sa population. Donc les premières mesures qui devaient être prises en voyant ce qui se passe dans le monde, puisque tout le monde suit l'actualité et tout le monde est informé, il y a les médecins, il y a des chercheurs, il y a le ministère de la Santé. Toutes ces mesures-là, on ne peut pas attendre l'OMS pour prendre une décision de santé publique. Okay? Donc, ce que chaque pays devait faire dès le départ, c'est de prendre toutes les dispositions pour pouvoir essayer de freiner, ou bien déjà d'empêcher, comme le frère disait tout à l'heure, d'empêcher l'entrée, ou bien l'arrivée de la maladie sur le territoire national. Donc, tous les pays ne devaient pas être là pour attendre d'abord l'OMS, parce que c'est d'abord un problème de santé publique et pour chaque pays, c'est pour sa population d'abord. Okay? Donc, ce sont les gouvernements qui devaient d'abord prendre les premières mesures avant d'attendre, c'est vrai, les orientations
de l'Organisation mondiale de la santé qui a quand même une vision un peu plus globale Effectivement. du système sanitaire au niveau mondial, quoi. Monsieur Akonou, Monsieur Ibrahim ici nous parle un peu de cette vision globale, ou cette vision globale qui est l'OMS, qui vient nous diffuser des informations de façon globale afin de situer aussi les différentes politiques de santé ou sanitaire. Mais nous constatons que aujourd'hui, il y a le problème de la chloroquine, que des gens sont venus remettre en cause. Bon nombre, dès que l'OMS a dit il faut interdire à prescrire la chloroquine aux différents patients, bon nombre de pays africains aussi se sont jetés là-dessus. Et nous avons constaté que hier ou avant-hier, cette même OMS revient encore pour nous dire c'est bon, vous pouvez utiliser la chloroquine. Quel est votre avis? Après, on va prendre votre avis. Bon, ici, le débat de la chloroquine, je pense que c'est le professeur Raoult de l'Institut de Marseille. Effectivement. Qui est, en fait, à qui revient la paternité de ce traitement. Et lorsque le professeur Raoult fait ses premiers travaux en utilisant la chloroquine, il met en place un protocole. Mais ce qui est triste dans cette affaire-là, ceux qui remettent aujourd'hui en cause la chloroquine n'ont même pas respecté ou appliqué le protocole scientifique du professeur Raoult, qui est l'auteur du traitement à base de l'hydroxychloroquine associé à 2 autres molécules. Donc là est déjà le problème. Et l'autre problème sur la chloroquine, c'est un produit moins coûteux. Donc ici, il y a un problème du business qui est en jeu. C'est une nouvelle maladie qui n'a pas de médicaments. Il y a eu des investissements dans le secteur privé, dans le secteur parapublic pour chercher rapidement un traitement. Et ce traitement-là devait rapporter également beaucoup d'argent aux grandes firmes, aux grands laboratoires pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, lorsque le professeur Raoult amène une molécule qui ne nécessite plus l'utilisation l'octroi d'un brevet, il y a déjà un brevet, c'est déjà en vente libre. Donc ici, il y a un grand manque à gagner pour les entreprises qui tournent, qui financent aujourd'hui l'OMS. Alors, si je vous suis bien, c'est un problème économique. Il y a d'abord un problème. Le problème de la chloroquine ici, c'est un problème économique à la base. C'est un produit qui ne nécessite plus tout le protocole, le brevet qui est titulaire du brevet. Et pour ceux qui veulent réutiliser la molécule qui a été découverte, doivent acheter les droits de reproduction au point. Or, ici, pour la chloroquine, tout ce protocole-là qui devait entraîner l'octroi de plusieurs dons, la mobilisation de plusieurs fonds, ne se pose pas avec la chloroquine. La chloroquine, depuis les années 80, nous, on a grandi avec, on a vécu avec, la nivaquine, etc. Donc, ça ne se pose pas. Donc, d'où les prises de position de l'OMS. Parce que lorsqu'on va dire qu'un traitement n'est pas efficace, il va falloir, ou bien quelque chose n'est pas efficace, il faut soumettre la chose à l'épreuve scientifique. Ouais. Il faut tester la chose et proposer une alternative. Mais nous sommes ici dans une situation où il n'y a pas de vaccin, où il n'y a pas de molécule alternative. La seule molécule qui semble être efficace, c'est l'hydroxychloroquine associée à d'autres. Nous avons le cas du Maroc, qui a aujourd'hui plus de 85% de taux de guérison, qui n'utilise que l'hydroxychloroquine. Nous avons le cas du Sénégal. Lorsque la pandémie a battu son plein, le Sénégal était un exemple en termes de taux de guérison. Le taux de guérison il était très élevé. La seule molécule qu'ils ont utilisée, c'est la chloroquine. Et on a vu lorsque l'OMS est revenu récemment, suite à une étude américaine qui remettait en cause l'hydroxychloroquine, l'OMS est rentré dans la danse, mais le Sénégal, vous avez le cas du Sénégal, du Maroc, du Tchad, sont des pays qui, en toute souveraineté, ont dit que nous ne revenons pas, nous allons continuer avec le protocole du professeur Raoult. Et d'autres pays sont rentrés dans la danse de l'OMS. Et à un moment donné, ça pose réellement un problème de souveraineté. Et ça pose également un problème de l'élite scientifique dans certains pays. Est-ce que cette élite scientifique va
comme des moutons de panurge, suivent bêtement l'OMS sans avoir quelque chose à dire. On l'ouvre réellement les décisions qui ont été prises par le Sénégal. Finalement, lorsque l'OMS fait son rétropédalage, on se rend compte qu'il y a des pays africains qui ont pris des décisions tout à fait courageuses et on leur donne raison aujourd'hui, on va dire chapeau à ces pays-là. Ibrahim, est-ce que je viens... Le professeur Raoult, dans ses recherches ou dans son protocole, il prescrit la chloroquine et aujourd'hui, vous nous l'avez fait savoir, l'OMS préconisait des catombes en Afrique. Aujourd'hui, nous constatons que le professeur Raoult, qui est déjà un Africain, parce qu'il est né en Afrique, il est né au Sénégal, hein, il a commencé à faire ses études au Sénégal, et de là encore, la question qui me vient... essaie de savoir, est-ce que ce n'est pas parce que le professeur Raoult, qui, comme il vient de nous le faire savoir, qui a un produit déjà sur la main, qui peut sauver des vies et qui sauve des vies, la main met ce produit au bénéfice de tous les patients, mais il n'a pas interdit aux gens de continuer à faire des recherches. Mais il a dit, c'est vrai que le temps que vous allez prendre pour faire des recherches, mais les gens vont mourir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'OMS ne veut pas reconnaître devant la face du monde qu'elle a quand même commis une bavure et qu'il est temps de reconnaître que la chloroquine est très efficace? Surtout pour l'Afrique, parce que nous, c'est le seul protocole que nous utilisons, même si chez nous, au Gabon, on a voulu remettre ça en cause, il fallait encore trouver d'autres solutions, mais pour le moment, ils sont restés. Dieu merci aussi qu'il faut louer le courage de nos dirigeants, notre ministre de la Santé, qui, malgré le fait que l'OMS a pris cette décision, a demandé d'abord aux COPIL d'utiliser le même protocole, tout en entendant la nouvelle procédure ou le nouveau protocole. C'est comme disait le frère tout à l'heure. En fait, le problème de santé, c'est comme je disais déjà, c'est un problème de souveraineté d'abord. Donc c'est chaque État qui doit être conscient de la santé de ses populations. Donc en revenant même sur l'affaire du confinement, okay, c'est vrai, vous voyez qu'il y a des systèmes, par exemple en Occident, eux c'est des capitalistes, en Asie, particulièrement la Chine, c'est des communistes. Donc même la manière dont ils ont géré la crise dès le départ, est-ce que c'était la seule manière, c'est-à-dire le confinement général total de la population? Est-ce que c'était la seule façon? Donc, pour certaines personnes, certains analystes politiques, ils disent déjà que voilà, là, à ce niveau-là, voici un pays communiste qui a imposé sa manière de voir à certains pays capitalistes. Okay? Il y a d'autres analystes politiques qui commencent à voir, qui ont vu cela parce qu'ils étaient incapables, okay, de trouver une solution par rapport aux libertés individuelles, par rapport... Vous avez vu le confinement, voilà, aujourd'hui, en Corée, avec la surveillance sur les... Comment on appelle ça? Sur les applications qu'ils font sur le téléphone et autres pour surveiller toute la population. Bon, en tout cas, c'est chaque pays. Voilà. En revenant maintenant sur l'hydrochloroquine, c'est toujours un problème de souveraineté. C'est vrai que l'OMS, comme j'ai dit, l'OMS est là toujours pour voir une vision globale. Et c'est à chaque pays de mettre en place un comité scientifique qui lui est propre, de pouvoir voir si cette molécule est bonne pour sa population ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a certaines molécules qu'on peut utiliser en Europe qui peuvent ne pas être efficaces en Afrique. Il y a certaines molécules qui... Effectivement. Voilà. Donc, en fait, c'est à chaque pays de voir que cette molécule peut être efficace ou pas. Et faire confiance à ces chercheurs, faire confiance à ces médecins pour pouvoir trouver le juste milieu. En fait, c'est vrai que l'OMS va proposer, hein, mais... Nous-mêmes aussi, on doit voir, par exemple, l'hydroxychloroquine, ça a marché au Sénégal, comme le collègue a dit, le frère a dit, et au Maroc. Pourquoi ne pas continuer sur ce chemin alors qu'on n'a pas encore d'autres choses? Okay? Et derrière toute cette affaire d'hydroxychloroquine, comme disait le frère, c'est un gros business. Okay? Puisque l'hydroxychloroquine, comme il disait tout à l'heure déjà, ça ne coûte presque rien, alors que derrière les soutiens de l'OMS, il y a des lobbies, des gros lobbies pharmaceutiques qui sont là. Et qui sont là, ce sont eux qui financent les États, certains États, qui financent l'OMS. Vous voyez un peu que eux, à travers l'OMS, c'est comme s'ils utilisaient l'OMS pour pouvoir faire valoir leurs intérêts. Hein? En fait, c'est l'impression que donne un peu l'OMS aujourd'hui. Voilà pourquoi les pays africains, ou bien certains pays, ne sont plus trop rassurés de cet organisme-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes chercheur,
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle est la part de la recherche scientifique africaine dans la lutte contre le Covid? Toujours parlant de cela, vous voyez qu'en fait, en Afrique, souvent, on fait plus confiance à ceux qui viennent de l'Occident. Voilà. Alors que nous, ici, on a nos chercheurs. Et avant que cette affaire de l'OMS arrive, au Gabon particulièrement, moi je suis né au village, enfin j'ai grandi au village, je suis parti rarement à l'hôpital. Okay? Donc faire confiance, c'est vrai que les médecins traditionnels, comme on les appelle, les Nganga, eux, ils utilisent peut-être de manière empirique leur traitement. Mais ce ne sont pas des chercheurs. Mais on peut associer. On peut associer aujourd'hui. On a vu, il y a au Burkina Faso, ils ont développé la médecine traditionnelle parce qu'ils travaillent en collaboration avec la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Ce qui fait que les deux vont de pair. Okay? Aujourd'hui, c'est qu'on peut faire au Gabon. Au Gabon, on a la faune, on a tout ce qu'il faut. Nous avons Ifametra qui est là. Voilà. Mais Ifametra est là, certes, mais il faut que l'État d'abord prenne conscience de la recherche. Parce qu'on ne peut pas faire la recherche. Aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance, même sur le plan de la recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros budgets. C'est vraiment des gros budgets qu'ils mettent dans la recherche scientifique. Donc, on peut le faire ici. C'est vrai qu'on peut quand même le faire un peu. Mais lorsque vous partez à Ifametra, vous êtes là, vous allez peut-être faire un reportage plus tard, vous allez voir dans quelles conditions ils travaillent. Okay. Donc, je fréquente le milieu, voilà. je connais. Donc, il y a des protocoles qui sont là, mais pour mettre en marche ce protocole, il faut un minimum d'équipement pour pouvoir bien travailler. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que de faire confiance aussi à nos médecins et de pouvoir concilier la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Parce que comme je disais tout à l'heure, avant l'arrivée de ces choses-là, on se soignait. Et je peux vous dire qu'ici, il y a des villages où il n'y a même pas la route. Mais si vous arrivez dans ces villages, il y a toujours la population. Okay? Qui survivent du paludisme, parce que le paludisme, c'est une maladie endémique du Gabon, déjà. Par rapport les gens survivent là-bas. Ils survivent comment? Comment ils font pour survivre? C'est parce qu'ils se soignent, ils se traitent. Ils se traitent à partir des plantes, à partir de décoctions et autres. Donc, on peut faire confiance à cette médecine-là. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des ministres, qui ont grandi, qui sont nés au village, ont été traités à base de ces potions, de cette décoction-là. Donc, ce n'est pas parce que l'OMS va venir dire que voilà, c'est ce qu'on propose, qu'on va rejeter tout cela. Alors qu'on a toute une histoire avec cette médecine-là. Donc, ce que je peux dire ici, c'est de faire confiance à nos chercheurs, leur donner les moyens pour qu'on soit, puisque les protocoles, c'est en parlant des protocoles que les autres nous contestent. OK? Donc, pour faire ces protocoles, pour faire marcher ces protocoles-là, il faut un certain minimum de moyens. Et oui, lorsque vous parlez du protocole, nous avons vu le feu professeur Donacé Mavungu, qui nous avait habitué avec ses formules sur la lutte contre le sida, la pandémie du sida, et il nous avait dit qu'il a trouvé un remède. Mais malheureusement, notre pays n'a pas pu supporter ce protocole. C'est comme j'ai dit, il y a toute une pression derrière. OK? C'est pas facile. Il y a toute une pression derrière. Il y a toute une pression. Toujours, ils vont parler du protocole. Parce que dans le cas du professeur Mavungu, ils ont parlé du protocole. Alors qu'on sait que il ne peut pas, c'est quand même un grand chercheur. Okay? À son niveau international, il est connu, il était connu. Il a respecté certainement plusieurs étapes avant de pouvoir dire que ça fait ceci ou cela. Mais comme je dis, il y a toute une pression derrière. Mais ce qu'il faut dire aux États, c'est de faire confiance. Puisque ces gens-là, l'État a pris de l'argent, la majorité de ces aînés qui sont des chercheurs aujourd'hui, ils ont été dans les mêmes écoles que les autres chercheurs qui sont en France, aux États-Unis. OK? Donc, juste faire confiance et leur donner un peu de moyens pour pouvoir travailler. Et vraiment leur faire confiance. Aujourd'hui, à Madagascar, on parle de le Covid organique. C'est parce que le président et les plus hautes autorités ont fait confiance à ce chercheur-là qui a découvert, à cette équipe-là qui a découvert ce Covid organique-là et a mis en place un protocole. Donc, les États devaient essayer de voir avec les chercheurs, avec les nationaux, pour pouvoir voir comment rentrer dans cette danse-là. Parce que c'est vraiment un problème de souveraineté aujourd'hui. Si, par exemple, aujourd'hui, on parle des vaccins, ce sont les autres qui fabriquent, qui nous amènent les vaccins. Ce n'est pas pour rentrer dans la théorie du complot, mais on ne sait pas. C'est mieux d'avoir une structure qui contrôle un peu toutes ces choses-là, que ce soit les vaccins ou pas, parce qu'on ne peut pas faire confiance. C'est comme quand vous mangez, vous faites la cuisine, vous savez ce que vous mangez. C'est la même chose qu'on devait faire au niveau de la santé. Renforcer nos équipes de recherche tout en prenant ailleurs.
puisque nos aînés, nos chercheurs, ont été dans les mêmes écoles que les chercheurs qui découvrent ailleurs. Pourquoi faire totalement confiance aux chercheurs d'ailleurs, alors qu'on a nos chercheurs ici, au niveau national? Monsieur Akono, nous avons vu des chercheurs gabonais se réunir dans un hôtel de la place, et au sortir de ce conclave, ils nous ont présenté un remède qu'ils ont appelé la fagaracine, voilà, mais qui aujourd'hui est remis en cause par nos tradipraticiens. Quel est votre avis là-dessus? Bon, c'est comme l'a si bien dit le frère Ibrahim, il y a des pressions, il y a des lobbies qui peuvent interférer dans la prise en considération d'une molécule. Donc, aujourd'hui, la fagaricine, qui a été proposée par un chercheur gabonais, qui est virologue, je pense bien infectiologue, est remis en cause. Mais ceux qui remettent cette molécule en cause ont utilisé quel protocole pour invalider? Parce que je pense qu'il y a une démarche scientifique. On ne se lève pas un matin pour dire tel phénomène ne se comporte plus comme ça, il devrait se comporter comme ça. Parce que bon, moi, j'ai fait une formation de géographe spécialisée des questions d'érosion en géomorphologie. En science, c'est un protocole. Lorsqu'on va affirmer ou infirmer, on a un protocole qu'on doit respecter, une méthodologie. Maintenant, lorsque les tradipraticiens se lèvent un beau matin pour dire que la fagaricine n'est pas efficace, ils l'ont testé sur combien de malades pour se lever et dire que ce n'est pas efficace. Donc ici, moi, j'ai envie de dire qu'on est toujours dans un jeu de lobby. Ouais. À qui profite finalement le crime? Ouais. Excusez-moi de parler comme ça. Ben, vous devenez un inspecteur. En tout cas, ce n'est pas pour prendre la parole, c'est dans le même sens que je vais aborder. En fait, si vous remarquez quelque chose, puisque là, en ce moment, nous sommes en situation de crise, si vous remarquez que peut-être il y a une partie du protocole qui n'a pas peut-être respecté, mais vous vous mettez en groupe et vous dites aux collègues chercheurs que voilà ce qu'on aurait dû faire pour pouvoir peut-être arriver à une solution. Okay? Au lieu de venir tout azimut dire que voilà, tout le monde devant les écrans de télévision, dire voilà, la fagaricine par exemple n'est pas efficace ou pas. C'est comme disait comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont eux aussi? Ils ont dû tester ça. Ils ont dû tester ça sur leurs patients. Sur qui? Sur leurs patients. Mais pourquoi ils n'ont pas communiqué? Bon, j'aimerais dire ici, Senghor disait que la mondialisation, c'est aller au rendez-vous du donner et du recevoir. Et un livre que j'ai lu, qui est de Flavien Ndongwe et de Guy Rosatanga-Ryo, qui disait, et le titre du livre, c'est L'Afrique existe-t-elle? Je pense que... C'est l'actuel ambassadeur du Gabon en France. L'Afrique existe-t-elle? C'est une question qui se repose aujourd'hui suite au Covid. On existe, oui, il y a la forme géographique qui est là, une population qui est là. Mais est-ce que nous existons réellement? On vit en Afrique, mais quelle est notre contribution à la mondialisation? Et c'est cette contribution à la mondialisation qui fera en sorte qu'on dise qu'on a un continent qui existe et qu'on appelle l'Afrique. Or, aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on parle technologie, lorsqu'on parle science, l'Afrique n'existe quasiment pas. C'est une réponse qu'on peut donner aujourd'hui à la question de Flavien Ndongwe et de Guy Rosatanga-Ryo, qui sont des éminents hommes de lettres et de sciences à l'échelle nationale. L'Afrique, aujourd'hui, n'existe pas. Et elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique se dévore à l'intérieur. On se dévore. Nous assistons à une autodestruction de toutes nos cultures. De tout le savoir acquis de nos ancêtres, qui leur permettait de vivre, qui leur permettait de se nourrir, de se soigner. Et ce savoir aujourd'hui peut être une alternative au monde actuel. Nous avions vu les pays asiatiques en allant à la mondialisation dans ce fameux rendez-vous du donner et du recevoir senghorien, en apportant leur culture. Nous parlons Kung Fu, nous parlons Taekwondo, etc. Nous avons aujourd'hui la médecine chinoise qui fait jeu égal avec la médecine classique occidentale issue des méthodes empiriques.
Mais nous, notre médecine africaine aujourd'hui, elle est même combattue par des Africains qui devront en principe l'élever au firmament. Nous avons le cas du Covid organique. Au lieu de soutenir Madagascar, mais on a vu certains pays africains se ranger contre Madagascar. Aujourd'hui, on se pose toujours la question dans nos quartiers, mais pourquoi le Covid organique n'est pas testé au Gabon? Parce qu'on ne perd rien. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise, comme l'a dit le professeur Raoult. Nous n'avons pas besoin de mener 1001 études, alors que l'urgence est là, les gens sont en train de mourir, l'économie est paralysée. S'il y a une proposition qui tient la route et qui est moins toxique, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas dit que le Covid organique a tué des gens. Tout comme la chloroquine. Et déjà en science, le risque zéro n'existe pas, surtout en médecine. On va sur une opération aussi bénigne qu'elle soit, on peut se retrouver avec un mort. Ouais. Donc ici, on ne perd rien à tester toutes ces solutions, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient issues de la médecine classique occidentale, parce que cela devrait témoigner de notre existence ontologique en tant qu'être humain, en tant que détenteur d'un savoir. Or, aujourd'hui, notre existence est remise en cause par des savoirs empiriques issus d'autres civilisations. Ibrahim, nous constatons que l'Afrique devient le berceau des essais scientifiques. Précisément, parce que vous avez parlé des vaccins, hein, précisément au niveau des vaccins. Tout récemment, nous avons entendu le président français et l'OMS donner un ordre à nos chefs d'État pour qu'ils acceptent leur fameux vaccin pour venir tester en Afrique. Quel est votre avis, vous qui êtes chercheur? On veut prendre un peu l'avis d'un chercheur. En tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen. En fait, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ce sont eux qui ont plus des cas chez eux. Alors, pourquoi ils ne veulent pas tester chez eux? C'est chez nous qui veulent venir tester. Et c'est pour éviter, parce que demain, l'Afrique, c'est l'avenir de demain, d'après eux. Alors, il faut déjà protéger cet avenir, hein, cette jeunesse. C'est comme on voit aujourd'hui. Par exemple, c'est comme je disais, pourquoi ils veulent venir tester en Afrique alors que c'est là-bas où on voit plus des cas? Ok? C'est vraiment un problème. C'est-à-dire que nous, les Africains, doivent être très vigilants par rapport à tout ceci. Aujourd'hui, on parle de l'aide, tout ça. La fois dernière, j'ai suivi, je crois, c'est pas sur une chaîne, qu'on parlait de l'aide au développement pendant la crise. C'est vrai, on est dans la crise, mais les Français, par exemple, ils ont besoin de cette aide-là. Puisqu'il y a des marches, il y a des contestations. Pourquoi les institutions, que je ne vais pas citer aujourd'hui, pendant cette crise, vont dire que voilà, alors que pendant qu'ils enregistrent des morts, vraiment beaucoup de morts, pendant cette période, en ce moment-là, alors que leur population a besoin de cette aide-là, c'est ce moment-là qu'ils viennent dire que voilà, on va aider l'Afrique. Vous ne voyez pas que c'est un peu flou dans la tête des populations. Il faut quand même comprendre ça. C'est vous qui êtes en train de mourir et vous venez nous sauver, nous qui sommes vivants. Vous voyez un peu? Parce que nous, on n'a pas plus de cas qu'en France. Mais pendant cette période où les Français sont éprouvés, et c'est cette période-là qu'on va dire, on va apporter l'aide au développement au Gabon, bien en Afrique. Vous voyez un peu que c'est un peu flou dans la tête de tout le monde, quoi. On ne comprend pas pourquoi cette charité pendant que nous-mêmes nous sommes en train de mourir. Vous voyez un peu, c'est un peu... Nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin de notre mission. La question, puisque vous êtes tous des pédagogues, donc des enseignants, vous êtes dans le domaine de l'enseignement aussi, la question est de savoir, on revient là chez nous, alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur les futures orientations au niveau de nos enfants qui n'ont pas terminé l'année, surtout ceux de seconde, hein, parce qu'en troisième, on sait que si vous êtes déjà bon en mathématiques et en biologie dans les cours scientifiques, c'est la S, ou bien on peut vous orienter en A1 ou en LE. Alors, vu que nous n'avons pas terminé, parce que le troisième trimestre, il faut quand même le dire, il est souvent décisif, mais nous ne l'avons pas fait. Comment vont se passer les orientations, les futures orientations? Alors, je commence d'abord par vous. Je dois déjà revenir d'abord même sur le départ, comme disait le collègue, le frère tout à l'heure, sur les mesures prises, même au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que il était nécessaire en fait de fermer de manière totale tous les établissements au niveau du territoire national? Puisque déjà au départ on a dit voilà, le Covid-18 c'est comme une guerre qu'on va mener. Vous êtes trop accroché au chiffre 18, c'est le Covid-19. Excusez-moi, Covid-19. Ok. Est-ce qu'il était nécessaire de fermer sur toute l'étendue du territoire?
Puisqu'aujourd'hui, on parle de la guerre contre un ennemi. C'est Oui, vrai mais qu'on ne aujourd'hui, voit pas. nous avons déjà des Et cas en dans des province. pays, oui, c'est vrai. Et dans les pays où il y a des guerres, en fait, je ne sais pas, hein, est-ce que les zones où le conflit n'est pas, le conflit, il n'y a pas, les zones où il n'y a pas le conflit, est-ce que les établissements sont fermés dans ces zones-là, dans les pays en guerre? Nous n'avons jamais vécu dans l'un des pays en guerre pour le savoir. Peut-être. Ces études, puisqu'il y a les pays comme le Congo, on voit les guerres, par exemple, à l'Est. Est-ce que dans tout le Congo, les établissements sont fermés? On a vu le Covid arriver, c'est au niveau de Libreville. Et c'est la Libreville où il y a une très grande concentration de la population. Donc la transmission, elle sera, en fait, elle est, et même le fort très énorme. Voilà, c'est au niveau de Libreville. Au niveau de Libreville, suivi de Franceville. Au niveau de l'éducation nationale, je crois qu'ils ont ce qu'on appelle les bassins pédagogiques. Ouais. On devait regarder, par exemple, là où on sait que, bon, durant cette crise, puisque c'est en fait le facteur même de la propagation de la maladie, c'est l'hypermobilité. On avait pris une décision déjà de confiner le Grand Libreville. C'est vrai qu'il y a des cas qui se sont échappés certainement, qui sont retrouvés à l'embarquer. Toujours. Aujourd'hui, on parle de Franceville. Toujours. Voilà. Donc, est-ce que tous les bassins pédagogiques devaient pouvoir fermer? Il y a des zones qui sont très éloignées. Je prends un exemple chez moi, au sud profond, par exemple au niveau de Mbigou ou bien Malinga, où là-bas, l'accès même même la route, elle est difficile. OK? Elle est difficile. Donc, l'accès à ces zones-là, c'est très difficile. Est-ce que ces gens-là devaient être confinés ou bien devaient arrêter de faire les cours par rapport à la situation? Bon. Moi, ce que j'aurais proposé, bon, c'est vrai qu'il est trop tard, c'est que ces bassins-là essaient de voir comment ils pouvaient continuer les cours et peut-être au niveau des Libreville ou bien au niveau des zones touchées, rattraper le retard après, mais laisser les autres continuer les cours, quoi. Sur l'orientation, M. Akono. Bon, j'ai dit ici, sur le plan pédagogique, les conséquences sont énormes. Ouais. Énormes si nous prenons un enfant qui est en classe de 6e, qui a appris pendant une année, pendant un trimestre et demi, parce qu'il faut bien voir, on a fait un premier trimestre complet, un deuxième trimestre au niveau de Libreville qui a commencé avec une histoire d'enlèvement où on a dû mettre les enfants à la maison, et le mois de février, le mois de janvier, donc on a perdu déjà 10 jours. Lorsqu'on revient au mois de février, on apprend complètement. Lorsqu'on arrive au mois de mars, qui devait s'achever le 28 mars, ok, pendant la période d'arrêt de notes, il y a certains collègues, il y a certains enseignants qui n'ont même pas procédé au rattrapage d'élèves. C'est-à-dire que les 2 semaines qui étaient censées être, qui étaient réservées au rattrapage et aux vérifications des notes, ouais. Ok, c'est à ce moment-là qu'on a dû interrompre les cours. Si nous prenons un élève qui est en 6e, qui a appris pendant un trimestre et demi, ou un trimestre et 2 tiers, cette année 2019-2020, ici, je peux dire qu'il va traîner ces lacunes jusqu'en terminale. On ne pourra peut-être jamais rattraper. Ouais. Sauf si les parents décident de prendre des répétiteurs à la maison et on connaît le portefeuille de la plupart de nos familles, ouais. On ne sera pas. Ça m'étonnerait qu'on puisse supporter cela. Donc ici, on accuse déjà un problème de niveau. On a un problème de niveau de la 6e en terminale et il y a un problème d'orientation dans l'enseignement technique et dans l'enseignement général. Comment est-ce qu'on fait pour un enfant qui est en seconde ou bien qui doit s'orienter en ébénisterie, dans l'enseignement technique ou en maçonnerie ou en électricité alors qu'il n'a pas terminé une année? Comment on fait pour orienter un élève en seconde S, en seconde LE, en première A1, en première B? Comment on fait pour orienter un élève en terminale C ou en terminale D, sachant qu'on n'a pas tous les outils en temps normal? Et ces élèves, lorsqu'ils vont aller en classe supérieure, quelle est la progression qu'on va suivre, sachant qu'ils ont déjà des lacunes, ils ont des enseignements d'un trimestre qui n'ont pas été acquis. Et on sait que lorsqu'on va en classe supérieure, on part d'abord puiser sur les bases du 3e trimestre pour amorcer l'année. Donc ici, les dégâts pédagogiques sont énormes. Les dégâts pédagogiques à l'échelle nationale seront énormes. Et ce sont des dégâts, comme je l'ai dit, si nous prenons un élève de 6e, c'est des dégâts pédagogiques qui vont le suivre jusqu'en classe de terminale. Si nous prenons un élève qui est en première année d'école primaire aujourd'hui, ces dégâts-là vont le suivre pendant toute sa scolarité jusqu'au bac et on aura un problème de niveau d'études. Déjà, le problème de niveau se posait déjà au Gabon parce qu'à cause des grèves, etc., on n'avait plus, le niveau était plus ou moins remis en cause.
par certains syndicats, par certains organismes, mais aujourd'hui, on se retrouve dans cette cacophonie, on ne sait pas de quoi demain serait fait en matière de niveau d'études à l'échelle du Gabon. Et quelles sont aujourd'hui, une question que j'aimerais poser aux autorités, vu la situation, comment est-ce qu'on fait à l'avenir pour rattraper ce retard et mettre l'élève gabonais au niveau de ses contemporains africains? Rassurez-vous, M. Akono, je me fais un peu le porte-parole du ministre de l'Éducation nationale qui voyait déjà, qui prévoit faire dans les années à venir un téléenseignement. Donc, rassurez-vous, ce serait fait. Nous faisons confiance à nos plus hautes autorités. Non, mais le téléenseignement est une perspective, mais les dégâts actuels du téléenseignement, on ne va pas le rattraper. Merci. Dans l'orientation, comme il disait tout à l'heure, si on prend les enfants qui ont fait juste au premier ou au deuxième semestre, le deuxième trimestre, comment on fait pour les orienter? 2 secondes. Alors qu'on sait que parfois, il y a des élèves qui, par exemple, qui peuvent avoir 6 au premier trimestre, 10 au deuxième trimestre, et au troisième trimestre, là, c'est 14 de moyenne, et ils rattrapent l'année. Comment faire? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Nous vous disons comme ça un excellent week-end et bon début de semaine, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. آمنا